Et salut tout le monde, c'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix du Japon. Un Grand Prix qui a été ma foi plutôt intéressante, mais même s'il fallait se lever tôt, rien que pour voir les qualifs, puisque comme vous le savez, les qualifs ont lieu à 3 heures du matin, donc fallait se coucher tôt. Donc d'abord on va faire un petit résumé des essais libres. Donc Bottas au top. Clairement, il a dominé les deux séances d'essais libres. Oui, il y en a eu deux parce que les essais libres 3 ont tout simplement été annulés. La journée du samedi a globalement été annulée puisque le typhon à Gibis, ils n'ont pas voulu prendre de risques, ils ont fermé, et puis bon, il n'y a pas eu de dégâts, on a eu de la chance. Donc Bottas au top, il a devancé Hamilton, bon, de peu, mais ça reste quand même un bon point pour Bottas, sachant que Mercedes a amené un package aéro pour le Japon. On a vu quand même Mercedes globalement être bien pendant ce week-end. Première chose à noter en FP1, Sainz qui s'arrête. Alors je sais pas ce qu'il a eu. Problème, je crois problème mécanique pour Carlos Sainz. C'est dommage. Bon, il a quand même réussi à ressortir après. Ça a été réparé. Il a quand même fait le septième temps. Deux fois septième. Donc mine de rien, c'est pas mal. Donc comme je vous l'ai dit, la FP3 annulée. Problème hydraulique pour Giovinazzi en FP1. Donc c'est pour ça que on le voit en essai libre 1 être à 8 secondes 5 du meilleur temps réalisé par Bottas, ayant fait 4 tours. Donc bon, c'est dommage pour Giovinazzi. Et puis, bah, faut quand même saluer la piètre performance des Renault qui font, je crois, 13 et 14 en FP1, 17-18 en FP2. C'est bon, ils se sont bien rattrapés en course. Et encore, on va en revenir plus tard, mais il y a une investigation à l'heure où on parle. Donc, on verra ce que ça va donner. Donc, si l'info tombe en pleine vidéo, je vous le dirai. Sinon, bah, vous le verrez. Bah, si la décision a été prise après la vidéo, bah, vous pourrez le voir. Donc, voilà. Donc, Renault, ils sont quand même bien rattrapés en course. Alors, résumé des qualifications qui se sont donc résumées par deux drapeaux rouges. Le premier pour Robert Kubica, à peine la Q1 commencée. Genre, je crois 2 minutes après le début de la Q1, Kubica qui se met dans le mur. Donc Kubica, il a quand même bien fracassé la voiture, hein. Donc c'est voilà. Donc le pilote va bien, hein, heureusement. Donc le temps de refaire la piste et tout. Donc drapeau rouge. On relance la Q3. 4 minutes plus tard, un deuxième drapeau rouge. Magnussen cette fois-ci qui se rate dans le dernier virage, hein, le 18e virage. Un peu moins de casse cette fois-ci pour la As. Mais bon, les deux partent. Déjà, les deux partent avec des pénalités. Puisque ça leur a coûté 5 places de pénalité pour la boîte de vitesse. Donc, les éliminés Ricciardo, Perez, Russell, Magnussen et Kubica évidemment. Donc, comme je vous le disais, les Renault, c'est pas du tout ça les Renault, hein. Donc c'est dommage. À noter quand même Russell a, je vois 20 millièmes de Perez. Donc c'est pas mal. Russell a failli commencer 17ème. Bon, il démarre à 18ème, il démarre pas dernier, c'est déjà pas mal. Donc ensuite, la Q2. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas eu de drapeau rouge. Les éliminés Giovinazzi, Stroll, Raikkonen, Kvyat et Hülkenberg. Donc les deux Renault 15 et 16. Hülkenberg qui se prend 3 secondes. Mais à noter que Hülkenberg a été victime d'un problème de boîte de vitesse. Il ne pouvait plus changer de rapport. Heureusement, il n'a pas changé de boîte. Donc bon, content pour lui. Giovinazzi qui devance une nouvelle fois Raikkonen. Raikkonen, là, lors de cette deuxième partie de saison, en qualif, c'est pas ça, hein, même en course. Hein, seule fois où il est rentré dans les points, Raikkonen, cette saison, c'est la Belgique. Il me semble que la Belgique, il est rentré dans les points. Donc,
pas terrible terrible pour le Finlandais, qui va sur 40 ans dans quelques jours. Et donc, le résumé des qualifications pour le top 10. Donc, Grosjean 10ème qui se prend quand même une petite pilule, hein, 2 secondes 2. Gasly 9ème, Norris 8ème, Sainz 7ème, Albon 6ème, Verstappen 5ème. Verstappen et Albon qui ont fait le même temps, mais bon, Verstappen l'a fait avant. Hamilton 4ème, Bottas 3ème, Leclerc 2ème. Et la pole pour Sébastien Vettel, donc qui réalise sa 52ème, non, 54ème pole. Non. Enfin, plus de 55 pôles, quoi. 6ème pôle, 5ème pôle, pardon, de Ferrari consécutif, hein, parce que 4 pôles d'affilée pour Leclerc, la pôle pour Vettel. Donc les rouges sont plutôt pas mal. Bon, en course, on va pas dire qu'ils ont eu de la chance, notamment pour un pilote, dont on reviendra plus tard. Donc, information des pénalités. Donc, comme je vous le disais, donc Kevin Magnussen, initialement qualifié 19ème, entre guillemets, se voit infliger une pénalité de 5 places pour changement de boîte de vitesse. Mais étant donné que Kubica part des stands, eh ben, il bouge pas. Il reste 19ème. Et donc, Robert Kubica, qualifié dernier, partira des stands, étant donné que ses mécaniciens étaient toujours sur la voiture au moment de la course. Donc, forcément... Hop, désolé. Donc, forcément, bah, Kubica partait des stands, c'était logique. Le départ. Bon, déjà, avant même l'extraction des feux, Vettel qui commence à gruger le départ. Donc, on appelle ça techniquement un faux départ. Donc, bon, après, ça n'a pas changé puisqu'il réactive l'embrayage, puis il prend un mauvais départ. Hein. Donc, ça laisse vraiment le champ libre à Bottas, qui permet donc à Bottas de passer en tête au premier virage. Donc, voilà. Et puis au virage 2, Leclerc harponne Verstappen. Puis, je pèse mes mots, hein, c'est vraiment, il a harponné. Hein. Genre, Verstappen est parti en tête à queue, Leclerc, il a endommagé son aileron avant, tout. Il a même endommagé la voiture à Verstappen. Donc, Verstappen, bah, il repart dernier. Leclerc, il repart troisième avec un aileron qui frotte le sol. Ce qui vaut quand même un avertissement de la part de la direction de course pour le Monégasque. Donc, fin du tour, le top 5 à la fin du premier tour, Bottas, Vettel, Leclerc, Hamilton et Sainz. Sainz qui a profité quand même du bisbee au virage numéro 2 pour être même côte à côte avec Hamilton. Ça s'est touché à un moment, il y a même un morceau de carbone, si vous avez remarqué, qui s'est barré de la voiture d'Hamilton. Vous allez voir après que c'est pas le seul morceau de le seul morceau de carbone qu'il a perdu Hamilton. Donc bon, Sainz 5ème, donc c'est pour l'instant pas mal pour les McLaren, puisque Norris est 6ème. Deuxième tour de la longue ligne droite, Leclerc perd un morceau de son aileron avant. Donc si vous voyez bien justement, quand vous voyez quand il y a le gros plan justement de l'aileron avant de Leclerc, vous voyez qu'il y a un petit bout qui penche un petit peu. Et ben c'est ce bout là qui va perdre. Et il va ricocher sur le rétroviseur droit d'Hamilton. Et ben il le casse, ça casse. Donc du coup le Britannique roule désormais avec un seul rétroviseur. Donc le rétroviseur de gauche, hein, puisque c'est le rétroviseur droit, donc comme je vous l'ai dit, qui a lâché. Quatrième tour, Leclerc décide de rentrer au stand pour changer de pneus et d'aileron. Le Monégasque repart bon dernier. Il repart en médium au passage. Alors que pendant ce temps-là, on a le replay de télé qui montre bien que Vettel a bougé avant l'extinction des feux. Vous voyez que les roues commencent à bouger. On va pas dire qu'il l'ait fait une Bottas Autriche 2017, mais pas loin, puisque Bottas Autriche 2017 c'était un petit peu similaire. Avant l'extinction des feux, il a légèrement bougé les pneus. Bon, après, il a quand même pris un départ canon derrière, mais bon, les capteurs ont pas sonné puisque les faux départs sont signalés par des capteurs justement dans à la FIA. Si ça sonne pas, c'est que t'as pas grugé le départ. Si ça sonne, c'est la sentence tombe. La sentence tombe, pardon. Et c'est 10 secondes de pénalité, il me semble. Donc, c'est cher payé quand même. Pas d'enquête sur l'accrochage Verstappen-Leclerc.
Néanmoins, les deux seront convoqués à la fin de la course. Ensuite, cinquième tour, Albon, qui est en bataille donc avec Norris pour la cinquième place, tente le dive bomb, puisqu'il se dit je vais faire une Ricciardo, je suis le roi des dive bombs. Sauf que là, bah, il pousse Norris dans les échappatoires à la chicane. Donc la chicane, là où se sont crachés enfin, se sont accrochés Prost et Senna en 89. Petite, petite histoire. Le Thaïlandais réussit quand même à passer. Même si, bon, il pousse Norris donc c'est musclé. Albon était quand même assez loin de Norris, donc je pense pas qu'il aurait dû tenter la manœuvre. Peut-être à à la ligne droite de DRS, pourquoi pas. Avant, ça aurait été quand même très risqué. Au tour 7, après Hamilton, c'est au tour de Charles Leclerc, cette fois-ci de rouler avec un rétroviseur. Alors je crois qu'il perd celui de gauche, donc il roule avec le droit, si je dis pas de conneries, donc corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il roule avec le droit. Donc ça fait déjà deux pilotes qui perdent leur aileron, hein. Troisième fois cette saison qu'un pilote perd son aileron, hein. Souvenez-vous de Kubica en Australie où il avait perdu le rétroviseur de gauche. Neuvième tour, Leclerc passe Verstappen malgré une défense musclée du néerlandais, hein. Mais c'est pas pour les places hautes, hein. C'est pour la 16e place, hein. Donc vous voyez que la course elle est terminée pour eux deux. 12e tour, pas de pénalité pour le faux départ de Vettel. J'ai pas compris. Là, clairement, j'ai pas compris. Je pense que pour ceux qui ont regardé le Grand Prix, je pense qu'on est au moins, je dirais 80% être surpris par par la décision de la FIA de ne pas pénaliser Vettel pour son faux départ. Donc, j'ai pas, non, je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. Donc, bah, Vettel pour moi aurait dû mériter une pénalité. Après, bon, voilà, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Verstappen rentre au garage pour abandonner, hein, il pouvait plus rien faire, la course était ruinée par Leclerc. Donc c'est le deuxième abandon cette saison, après la Belgique. Donc c'est dommage pour Verstappen, qui passe cinquième au championnat constructeur à égalité de points avec Vettel au passage. 16e tour, bataille pour la deuxième place entre Vettel et Hamilton, qui roule à 8 secondes derrière Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, il s'est vraiment envolé, hein. Il est passé premier, il s'est barré. Puis il continue de se barrer après, hein. 17e tour, premier leader à s'arrêter, Sébastien Vettel qui s'arrête au stand et rechausse un train de soft. Donc il va faire deux arrêts. Et il décide donc non, il va repartir derrière la McLaren de Sainz en quatrième place. Donc fallait screener Sainz P3 avec sa McLaren. Plutôt bien joué. Bon, même si c'est pas arrêté, c'est quand même un lot de consolation d'être troisième. 18e tour, c'est au tour de Bottas de s'arrêter au stand, mais cette fois-ci, il choisit les M. Et il ressort troisième. Donc bien joué de la part de Bottas qui conserve donc la tête provisoire. Au 22e tour, c'est Hamilton cette fois-ci qui s'arrête au stand et chose lui aussi les M. Il repart troisième à 11 secondes de Vettel. Donc mal négocié quand même pour Lewis Hamilton, qui en plus ne comprend pas le choix de Mercedes de lui avoir mis des médiums plutôt que des hard, et estime ne pas finir la course avec ses pneus, ce qui est chose faite puisqu'il s'arrêtera au 43e tour pour chausser les pneus soft. 26e tour, Charles Leclerc observe son deuxième arrêt, et oui, pour chausser des pneus soft, et il repart 12e. 31e tour, Leclerc qui est 10e est à la lutte avec la Racing Point de Perez et la Renault d'Hülkenberg. Donc en bataille pour la 8e place entre trois pilotes. Donc belle lutte quand même. 32e tour, deuxième arrêt au stand pour Sébastien Vettel qui chose des médiums. Il ressort derrière les Mercedes. Donc là, on peut s'estimer que... Là, on peut dire peut-être que ça va être un doublé Mercedes. Pourquoi pas. Sachant que, j'ai oublié de dire que pour que Mercedes soit champion, faut que champion constructeur je parle, faut que Mercedes marque 14 points de plus que Ferrari. Donc c'est à dire que là à l'heure actuelle, ils sont champions.
37e tour, Bottas aussi observe son deuxième arrêt, mais chausse les S. Donc Bottas qui fait la stratégie contraire à Vettel. Et il ressort derrière son coéquipier. Donc Hamilton a pour l'instant la tête provisoire. Mais plus pour longtemps, puisque 6 tours plus tard, Hamilton s'arrête une nouvelle fois pour détendre. Il ressort troisième et laissera donc la victoire à Valtteri Bottas. 50e tour, pardon, incroyable lutte entre Vettel et Hamilton pour la deuxième place. Mais même avec le DRS ouvert, Hamilton n'arrive pas à trouver l'ouverture sur la Ferrari. C'est vrai que Ferrari a une bonne vitesse de pointe. Et il y a quand même une longue ligne droite quand même au Japon, hein, avec le virage du 130R, hein, c'est connu. Donc c'est là, c'est... Puis les retardataires aussi, hein, parce qu'à un moment donné, Vettel et Hamilton étaient derrière Gasly. Vettel lui a quand même donné le DRS. Enfin, Gasly lui a donné le DRS à Vettel. Donc, euh, donc voilà. Et donc 53e tour, non, d'abord 53e tour, contact entre Gasly et Perez au virage numéro 2. Donc le français à l'intérieur, enfin Gasly à l'intérieur, Perez à l'extérieur. Perez, je trouve, ferme un petit peu la porte. Du coup, Gasly, bah, il sait pas où aller. Donc du coup, bah, il est obligé d'envoyer le Mexicain dans le mur. Donc pas de, ça a donné rien hein, l'enquête hein, entre Perez et Gasly. Donc si Perez abandonne, il sera néanmoins 9ème au final. Bon, pour l'eau de consolation avec 2 points marqués. Fin de la course, donc c'est la victoire de Valtteri Bottas, donc qui gagne la qui gagne pour la troisième fois cette saison, pour la 9ème fois de sa carrière, donc devant Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Donc Sebastian Vettel qui a résisté en fin de course face au quintuple champion du monde britannique. Et grâce à leur double podium, cela permet à Mercedes de remporter le championnat des constructeurs pour la 6ème fois de rang. Et oui, depuis 2014, Mercedes a raflé tous les titres. Comme les victoires à Suzuka. À Suzuka, les Mercedes sont invaincus puisque 2014-2015, c'était gagné par Hamilton, 2016 par Rosberg, 2017-2018 par Hamilton et 2019 par Bottas. Donc Bottas, c'est son premier Grand Prix de Suzuka qui gagne. Donc tant mieux pour Bottas qui n'avait plus gagné depuis Bakou quand même. Donc ça faisait quand même un moment. Bottas qui reprend donc 10 points à Hamilton. Il se retrouve quand même à 73 points d'Hamilton qui peut être titré au Mexique. Enfin, pour que Hamilton soit titré au Mexique, il suffit que Hamilton finisse devant Bottas. Donc en gros, à n'importe quelle position, si Hamilton finit devant Bottas, c'est bon, il sera sextuple champion du monde. Donc le classement de la course, donc Bottas, Vettel, Hamilton, donc top 3. Albon 4ème, quand même. Donc belle course de la part du Thaïlandais. Carlos Sainz 5ème, Charles Leclerc 6ème, qui a quand même réussi à remonter. Daniel Ricciardo 7ème, Pierre Gasly 8ème, quand même, qui devant son public, puisque bon, il conduit une voiture qui est motorisée par un moteur japonais. On va dire quand même que c'est son Grand Prix à domicile. Perez 9ème, Hülkenberg 10ème, donc les Renault qui sont quand même bien remontés. Stroll 11ème, Kiat 12ème, Norris 13ème, Raikkonen 14ème, Grosjean 15ème, Giovinazzi 16ème, Magnussen 17ème. C'est dommage pour Magnussen puisque à un moment donné, au premier tour il était 12ème quand même devant Grosjean, donc mine de rien, pas mal. Russell 18ème, Kubica en 19ème place et donc Verstappen qui est donc le seul abandon de la course. A noter que le meilleur tour en course a été réalisé par Lewis Hamilton. On va parler maintenant des pénalités, puisqu'il y a eu des pénalités, évidemment. Donc à commencer donc par Charles Leclerc, qui, classé 6ème, se voit infliger une pénalité de 5 secondes du coup pour son accrochage avec Max Verstappen. Si la pénalité de 5 secondes ne change rien au classement, il en reçoit une deuxième pour avoir roulé avec une voiture en mauvais état et qui représentait un danger sur la piste. On le voit qu'il roule quand même avec une voiture ayant un aileron qui frotte le sol. Il peut laisser des débris. La preuve, ça lui a quand même coûté ça a quand même coûté un rétro à Hamilton. Donc ça montre quand même que c'est dangereux. Donc il se reçoit une pénalité de 10 secondes. Et c'est cette pénalité donc, qui fait qu'il finit 7ème. Du coup, Ricardo 6ème. Et donc, comme je vous l'ai dit, Racing Point a déposé une réclamation officielle au commissaire de course Renault pour un système de réglage de la polarisation des freins qui dépendait de la distance du tour.
Donc pour l'instant, à l'heure à laquelle je vous parle, les Renault sont pour l'instant dans les, dans la salle la salle des commissaires, quoi, en attendant la décision. Donc vous le saurez soit après la vidéo, soit pendant, si finalement il y aura disqualification, pénalité ou même rien du tout. On verra. Donc ensuite, maintenant on va passer au top bof flop évidemment. Alors j'ai mis aucun bof. Aucun bof, donc ça va être soit top, soit flop. Donc en top, j'ai mis donc Bottas, Vettel, Hamilton, Albon, Sainz, Ricciardo, Gasly, Perez, Hülkenberg, Stroll et Kvyat quand même pour pour les tops. Plutôt bonne course quand même. Et en flop, donc du coup j'ai mis le reste, hein, soit donc Leclerc, Norris, Raikkonen, Grosjean, Giovinazzi, Magnussen, Russell, Kubica, Verstappen. J'aurais dû dire on le juge pas, Hülkenberg. Verstappen, puisque bon, Verstappen il a fait qu'un tour. Non, il a pas fait. Enfin, comment dire, Verstappen, je pense que sans l'accrochage, il aurait pu viser le podium. Je pense, parce que Verstappen est quand même très fort au Japon. Hein. Donc, on peut pas le juger sur cette course-là. On peut le juger sur le week-end en disant que Verstappen a quand même fait un bon week-end dans l'ensemble. Mais sur cette course, on peut pas le blâmer. Un petit. Alors, on n'a pas parlé de Leclerc pendant la course. Eh ben, ça va être l'occasion d'en parler. Donc certains d'entre vous vont dire pourquoi tu mets Leclerc en flop. Eh ben tout simplement que je redis un petit peu la même qu'au Grand Prix d'Italie, c'est que tout le monde aura beau critiquer Magnussen pour ses manœuvres dangereuses, Leclerc il nous en a fait 3, enfin 2 plutôt, de manœuvres dangereuses. 3 même. La première sur Verstappen, hein, parce que clairement, je pense que ceux qui disent ouais, euh, c'est la faute à Verstappen, c'est 50-50 et tout. Non, 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 c'est pas 50-50 Verstappen, c'est pas 50-50, c'est pas 60-40, tout ce que tu veux, c'est 100-0 pour Leclerc. Parce que Verstappen, il lui laisse la place, il est obligé de se mettre sur le vibreur à l'extérieur du virage pour éviter Leclerc. Donc ça montre quand même que Leclerc, oh j'ai sous-viré, eh ben t'as sous-viré de rien du tout, t'as harponné. Donc, donc voilà, donc ceux qui disent clairement c'est la faute à Verstappen ou c'est 50-50, clairement je pense que vous devez suivre un autre sport. Tenez, il y a la Coupe du Monde de rugby en ce moment, je pense que ce sport irait bien pour vous. Non mais Leclerc, franchement, Leclerc, il est pire que Magnussen. Il est pire. C'est un danger public. 15 secondes, 15 secondes, c'est totalement mérité pour lui. Je suis désolé, c'est mérité pour lui. Leclerc, c'est un putain de danger public. Déjà, rien que voir. Alors, on l'a pas stipulé dans le débrief, mais on aurait pu le dire. Le dépassement qu'il fait sur Gasly pour la sixième ou la septième place. C'était à Spoon. Gasly le voyait pas, c'était contact, c'était même plus que contact, c'était deux voitures dans le mur. Hein. Donc je suis désolé, mais Leclerc, faut que tu le calmes. Hein. Ça fait quand même depuis quelques grands prix, même quelques grands prix. Ça fait déjà quand même depuis, enfin peut-être pas la saison dernière non plus, mais quoique il y a peut-être un ou deux grands prix la saison dernière où Leclerc, attention à pas être trop dangereux non plus. Hein. Mais pour moi, Leclerc, ok, t'as une carrure d'être champion du monde, ok, mais t'as un comportement d'un gamin de 12 ans. Même pas de 5 ans. Il a une mentalité, mais c'est... Non, c'est... Il a une mentalité... On va pas dire... Enfin, ouais... Je vais reprendre un petit peu mes dires, je crois, en Italie, ou à Singapour. Non, à Singapour. Il a une mentalité à la Hamilton. Une mentalité à la Hamilton, c'est que... Ce mec, quand il n'a pas ce qu'il veut, il pleure. Il limite, il chiale à la radio. Soit il fait la gueule, soit il boude, soit il chiale. Mais Leclerc, pour moi,
tu vois comme ça, et Leclerc, tu te dis, il mérite pas d'être champion en fait. Il mérite d'avoir aucun titre, Leclerc. Et Verstappen, il va tout rafler. Bah là, clairement, pour moi, là, à l'instant T, je le vois comme ça. Un pilote, peut-être pas surcoté, mais pour l'instant, un champion sans couronne. Enfin, un champion sans couronne, non, pas du tout. Non. Un, un pilote sans couronne. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, je me suis quand même bien acharné sur Charles Leclerc. Donc, on va faire un petit point sur le championnat du monde des pilotes. Donc Hamilton, donc en tête, 74 points pardon, d'avance sur, sur Bottas, Hamilton, pas 73, 74. Je me suis loupé. Donc Lewis Hamilton en tête pour 74 points d'avance sur Bottas. Donc Charles Leclerc 3ème, Verstappen 4ème. Donc évidemment, ça n'a pas été mis à jour encore. Donc Leclerc a bien 221 points, Ricardo aura bien 42 points. Faut juste que ça se mette à jour. Donc Verstappen et Vettel qui se retrouvent à égalité de points. Carlos Sainz qui prend enfin la 6ème place aux dépens de Pierre Gasly. A noter que Alexander Albon est en train de les rattraper, 64 points pour le Thaïlandais. Donc 9ème Ricardo avec 41 points du coup. Euh, Hülkenberg du coup est 10ème avec 35 points. 11ème Perez 35 points. Ah oui putain j'avais pas vu. 3 pilotes ayant le même nombre de points. Oh là là, ça va être. Je pense que la bataille va être vraiment ici. La bataille entre Ricardo, Hülkenberg, Perez, Norris, Kiat, Raikkonen. Je pense que ça va être le combat de la fin de saison, je pense. Pour finir 9ème. Donc Hülkenberg, Perez, Norris 35 points, Kiat 33, Raikkonen 31. Kevin Magnussen 15ème avec 20 points, Lance Stroll 16ème avec 19 points. Bon après ça change pas, Grosjean 8 points, Genesee 4 points, Kubica 1 point. Et donc en termes de champion constructeur, évidemment Mercedes champion du monde constructeur pour la 6ème fois, donc comme je vous l'ai dit avec 612 points contre 433 du coup pour Ferrari. Red Bull 3ème avec 323 points, 4 McLaren Renault avec 111 points quand même. Renault 5ème avec 77 points du coup. 6ème Toro Rosso avec 59 points, 7ème Racing Point 54 points, 8ème Alfa Romeo avec 35 points, 9ème As avec 28 points et 10ème Williams avec un seul point. Bon, maintenant on va faire, on va pas faire des, enfin, on va évoquer deux sujets de débat. Donc au début, enfin le premier sujet qu'on va aborder c'est les essais libres parce que, pardon, les essais libres, donc, comme vous le savez, on a eu deux séances d'essais libres dues au typhon Agibis ou Agibis, prononcez-le comme vous le voulez. Donc la question qu'on se pose c'est est-ce que ça serait pas mieux de passer à deux séances d'essais libres? Donc genre par exemple deux séances du vendredi ou même une séance vendredi, une séance le samedi. Qualif toujours, qualif après samedi après mais dimanche la course hein, donc ça change pas mais genre passer à deux séances d'essais libres. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi perso je suis contre de passer à 2 jours d'essai parce que pour moi chaque séance a son importance. C'est que en fait pour moi je le vois comme ça. Première séance d'essai libre, tu testes la voiture, tu fais tes réglages, tu fais du roulage, tu testes un petit peu tes réglages pour savoir un peu ce qui va, ce qui ne va pas. Tu peux quand même modifier au fur et à mesure des essais, hein. Mais genre tu peux tester les pneus. En général, tu testes les hard ou les medium par exemple, enfin plus souvent les hard. Donc, euh, donc voilà, donc juste histoire de rouler, de faire rouler la voiture. Essai libre 2, bah après ça dépend du circuit parce que essai libre 2 en général c'est plus des simulations courses, même s'il y a quand même un peu de qualif derrière. Donc plus simulation course pour les essais libres 2. Après comme je vous l'ai dit, ça dépend du circuit. Par exemple Bahreïn, bah, vu que la qualif c'est de nuit
et que GC Libre 2 c'est de nuit aussi, bah, tu fais la simulation qualif en FP2 et donc du coup tu fais la simulation de course en FP3, tu vois. Je pense pareil pour Abu Dhabi, je pense qu'Abu Dhabi ça va être pareil. Donc, euh, donc voilà, et puis bah, essai libre 3, c'est vraiment la simulation qualif pour préparer la qualif l'après-midi. Donc pour moi je suis contre. Après c'est vrai que ça peut représenter un risque aussi, c'est que bah là par exemple, imaginez, on serait passé à deux séances d'essai libre, un vendredi, un samedi, et qu'on aurait le typhon qui frappait le Suzuka. Est-ce que après tu le fais en une séance après le, le les essais libres? Ça veut dire que genre tu dois faire le roulage des simu-courses et simu-qualifs en je crois que c'est une heure et demie. Ouais, une heure et demie le FP1. C'est. Ouais, non, ça représente vraiment un trop gros risque pour. Après, il y en a qui disent on est pour le 2 séances d'essai libre parce que ça permet justement aux voitures de moins tester leur réglage, de moins faire du roulage et donc plus de chances de rater le week-end. Ok, ça ramènerait du spectacle, mais clairement pour moi ça sert à rien. Pour moi, les voitures doivent rouler quand même. Donc pour moi, 3 séances d'essai, ça me paraît le mieux. Déjà que, bon, vous êtes peut-être pas au courant, mais je pense que vous êtes au courant, que on perd 2 jours en essais hivernaux. Donc on passe de 8 à 6 jours. Il me semble que la première semaine, je crois que c'est 2 jours. Je crois que c'est 2 jours lors de la première semaine et 4 jours lors de la deuxième. Donc, euh, donc voilà, donc on perd 2 jours parce que les essais hivernaux c'est 8 jours de base. Là pour la saison prochaine, ça a été confirmé, ça a été officialisé. On aura 6 jours donc d'essais hivernaux qui vont commencer bah, fin février, comme d'habitude. Donc voilà, donc pour moi je suis contre passer à 2 séances d'essais libres. Et le deuxième débat qu'on va parler, c'est Mercedes après 2021. Puisque, bon, comme vous le savez, 2021, on a la réglementation majeure en termes de réglementation technique. Donc tout passe, hein, l'aéro, le châssis, le moteur, concept de voiture aussi, tout passe. Et la question qu'on peut se poser, c'est que, bon, Mercedes ont une hégémonie depuis 2014, hein, comme je vous l'ai dit, c'est 6 titres en 6 ans. Hein, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Hein, 6 titres. Peut-être, bon, si Mercedes se foire pas, normalement il y a peu de chances, un septième titre en 2020. Après on verra, déjà faut qu'on finisse la saison, après on verra. Est-ce que l'hégémonie Mercedes continuera après 2021? C'est la question qu'on peut se poser, parce que certaines écuries sont déjà tournées vers 2021. Ils ont laissé tomber même la voiture de 2020, je pense par exemple à Renault. À Renault, bah, c'était il y a quelques semaines une déclaration de Prost, mais je crois que je vous en avais déjà parlé dans un débrief. Une déclaration de Prost qui a dit que l'année prochaine on sera nulle part et on se concentre vraiment sur 2021. Donc Renault, leur objectif c'est de clairement de rattraper leur retard par rapport à bah, cette année, même à l'année précédente, parce que pour l'instant cette année on va pas dire que Renault fait une bonne saison, on va dire qu'ils sont plus en mode Casper. Donc est-ce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que donc l'hégémonie Mercedes va continuer après 2021? Est-ce que Ferrari pourrait revenir au niveau comme Red Bull? Est-ce qu'on aurait une autre écurie qui parviendrait à jouer les outsiders? Je pense par exemple à Renault, je pense à McLaren qui, comme vous le savez, passe avec Mercedes à l'issue de 2021. Donc à voir. C'est la surprise du moment. Déjà, alors je crois que là, justement, la réunion pour discuter de la réglementation n'est pas passée.
Si je dis pas de conneries, je crois que c'est dans quelques jours. Dites-moi dans les commentaires si j'ai bon. Pour justement discuter de ce qui va arriver, genre pour les 2021. Ça parle des ravitaillements en essence. Ça parle des 18 pouces, les jantes 18 pouces qui a été notamment testé par Sergei Sirotkin avec la Renault, souvenez-vous. Donc les ravitaillements en essence. Alors les ravitaillements en essence c'est non, hein. Ça a été officialisé, ça ne reviendra pas en 2021, hein. J'ai toujours été contre d'ailleurs ces ravitaillements en essence, trop dangereux. Ça parle du plafond, le plafond budgétaire, alors fixé à 150 millions. Donc Mercedes, Ferrari, Red Bull, je sais pas comment ils font parce que eux ils ont un budget qui est supérieur à 400 millions. Donc on va voir ce que ça va donner. 2021 c'est la grande surprise. Est-ce que Williams peut se relever? Parce que bon, Williams, depuis quelques années, c'est le néant, quoi. Bref, faudrait peut-être changer de team principal parce que Claire Williams, elle commence un petit peu à pas faire de la merde, mais pas loin, quoi. Donc, on verra. On verra ce que nous réserve 2021. Tout dépendra de la saison 2020. Et voilà, on a fini donc pour ce débrief du Grand Prix de Japon. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire, en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à ma chaîne. Alors, petite parenthèse, la vidéo sortira demain, donc lundi, pour donc vous l'aurez normalement dans l'après-midi, si ça se passe bien. Donc on se retrouve le 27 octobre, donc dans 2 semaines, pour le débrief du Grand Prix du Mexique, puisque oui, le Mexique est inversé, enfin le Mexique et les États-Unis ont inversé cette saison. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde.